Le faire-part de mariage est arrivé alors que je réchauffais 3 biberons à 2 heures du matin. Sous l'adresse imprimée, Étienne avait écrit « J'espère que tu as enfin appris à te réjouir pour les autres ». Avant que j'aie pu finir de le lire, l'une de mes filles a régurgité du lait tiède sur la manche de mon sweat de la Sorbonne. C'est ainsi que commença la grande tentative d'Étienne pour gâcher ma nuit. Pas avec des larmes, pas avec moi m'effondrant contre le bout, plan de travail de la cuisine. Avec du lait en poudre au goût aigre qui coulait vers mon coude, je me tenais là dans notre petite cuisine à Versailles, en bas de contention et en chaussons, tandis que 3 biberons en verre cliquetaient doucement contre le bord d'une casserole. Mathieu dormait sur le canapé du salon, Léa sur sa poitrine. Manon avait enfin cessé de pleurer. Camille, celle qui m'avait régurgité dessus, fixait le ventilateur de plafond comme s'il l'avait personnellement offensé. J'aurais dû jeter le faire-part. Au lieu de ça, j'ai lu sa note 3 fois. 2 ans plus tôt, Étienne de Valois avait mis fin à nos fiançailles dans le parking souterrain de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'avais 41 ans à l'époque. Il en avait 42. Nous étions ensemble depuis près de 4 ans et fiancés depuis 9 mois. Nous avions réservé une salle de bal dans un château-hôtel à Saint-Germain-en-Laye, versé des acomptes à un photographe et à un traiteur, et passé des dimanches après-midi à parcourir Neuilly-sur-Seine en regardant des maisons que nous ne pouvions pas tout à fait nous permettre. Étienne parlait souvent d'enfants. Il en voulait 2. Un garçon d'abord, si possible, même s'il riait toujours après, en disant qu'il savait qu'on ne pouvait pas commander des bébés comme un plat du jour. Sa mère Geneviève ne riait pas. Elle parlait de la lignée des de Valois comme si Étienne descendait de la royauté européenne et non d'une famille qui possédait une entreprise florissante de mobilier de bureau en périphérie de Paris. Quand mes règles sont devenues irrégulières, j'ai mis ça sur le compte du stress et de l'âge. Je gérais une transition de logiciel de paye chez Fraîcheur de Rungis et je ne dormais que 5 heures par nuit. Pourtant, après 6 mois d'essai pour tomber enceinte, j'ai pris rendez-vous dans une clinique de fertilité. La docteure était une femme calme, avec des lunettes à monture argentée. Elle parlait lentement, ce que j'appréciais car Étienne avait l'habitude d'interrompre les professionnels dès qu'il pensait les avoir compris. Elle a expliqué que ma réserve ovarienne était plus faible que prévu et qu'une de mes trompes de Fallope semblait partiellement obstruée. « Vos chances de concevoir naturellement sont réduites », a-t-elle dit. « Mais réduit n'est pas la même chose que 0. » Je me souviens clairement de cette phrase. Étienne, apparemment, ne s'est souvenu que d'un seul mot. « Donc elle est stérile ?» a-t-il demandé. La docteure s'est tournée vers lui. L'infertilité est un diagnostic large. Cela ne signifie pas qu'une grossesse est impossible. La FIV pourrait toujours être une option. Étienne s'est penché en arrière sur sa chaise. Pas de beaucoup, peut-être 5 cm, mais je l'ai senti. Nous avions tous les deux passé des tests, bien que tous les résultats n'aient pas encore été examinés. La docteure nous a dit que la clinique appellerait une fois les dernières analyses traitées. Dans l'ascenseur, Étienne fixait les numéros des étages. Il n'a pas touché ma main. Le temps d'arriver au parking, il parlait déjà de notre vie, comme si elle était devenue un mauvais investissement. « J'ai 42 ans, Adèle », a-t-il dit. « Je ne peux pas passer des années à courir après quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. » On vient d'avoir les premiers résultats. Elle a parlé de FIV. Elle a dit qu'on avait des options. Il a ouvert la portière de sa voiture, mais n'est pas monté. Je ne veux pas que tout mon mariage se résume à des visites chez le médecin, des injections et des déceptions. Je l'ai dévisagé. Tu disais vouloir une famille avec moi? Je veux une famille. Il y a des phrases qui mettent 1 seconde à faire mal, parce que votre esprit essaie de vous protéger de ce qu'elles signifient. Je lui ai demandé « Avec moi ?» Il a regardé le mur en béton au lieu de répondre. Puis il a retiré la clé de mon appartement de son porte-clés et l'a posée dans le porte-gobelet. C'était tout. Pas de longues disputes, pas d'ultime étreinte, pas de promesse d'appeler après que nous nous soyons calmés. Juste une petite clé en laiton posée à côté d'un vieux ticket de parking. « Et tes résultats de test ?» ai-je demandé. « Ils étaient bons. On n'a même pas eu suivi. » « Mes chiffres étaient normaux, a-t-il dit rapidement. Trop rapidement même,
si je ne l'ai pas réalisé à l'époque. Je suis rentré à mon appartement de Boulogne-Billancourt, les deux mains crispées sur le volant. Je ne me souviens ni de la station de radio, ni de la circulation. Je me souviens seulement d'avoir raté ma sortie et de m'être rendu compte que je conduisais vers le sud depuis près de 15 minutes. Geneviève est arrivée ce soir-là. Elle a apporté 2 sacs de courses réutilisables, remplis des vêtements d'Étienne, de son chargeur de téléphone, de son kit de rasage et du pull gris que je lui avais acheté pour Noël. Elle est restée sur le pas de la porte. « Je suis désolée que ça se termine comme ça », a-t-elle dit. Son ton suggérait qu'elle était désolée pour le désagrément. La docteure n'a jamais dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Adèle, Étienne a toujours voulu une famille. Moi aussi. À son âge, il ne peut pas passer des années à espérer qu'un médecin change d'avis. Le médecin n'a pas changé d'avis. Vous n'étiez pas là. Geneviève m'a gratifié de l'expression patiente qu'elle réservait habituellement au serveur qui lui apportait la sauce de sa salade du mauvais côté. Vous êtes une femme charmante, mais le mariage doit offrir à un homme l'avenir qu'il a planifié. J'ai senti quelque chose en moi se figer. Et si je ne peux pas lui donner ça? Elle a ajusté la poignée d'un des sacs. Une femme qui ne peut pas lui donner de famille n'a pas grande utilité dans son avenir. Puis elle m'a demandé de lui rendre la pelle à gâteau ancienne que la grand-mère d'Étienne nous avait offerte pour le mariage. J'ai refermé la porte sans répondre. Pendant longtemps, je suis restée assise par terre à côté de ces sacs. L'appartement était si silencieux. Je pouvais entendre l'horloge de la cuisine depuis le couloir. Je me souviens avoir détesté ce son. Ma mère est arrivée vers 21h avec son double des clés. Martine avait 68 ans et avait déjà des problèmes avec sa hanche droite. Elle m'a trouvée assise contre le mur et s'est abaissée avec précaution sur une chaise de la salle à manger. Je ne peux pas descendre là sans appeler les pompiers, a-t-elle dit. Alors c'est toi qui vas devoir monter jusqu'ici. J'ai failli rire. Au lieu de ça, j'ai pleuré si fort que je ne pouvais plus respirer correctement. Les semaines qui ont suivi ont été laides de manière ordinaire. J'ai fait une erreur dans une déduction d'assurance au travail et j'ai dû rester jusqu'à près de 21h pour corriger la paye de 27 employés. J'ai arrêté de répondre aux appels de mes amis parce que tout le monde voulait des détails que je ne pouvais pas expliquer sans me sentir humilié. Étienne a annulé la salle de réception avant de m'en parler. Geneviève a raconté que j'avais caché mes problèmes de fertilité, jusqu'à ce qu'il me demande en mariage. Puis Étienne a dit que les acomptes ne valaient pas la peine de se battre. Cette phrase m'a finalement mise en colère. J'ai rassemblé les relevés bancaires, les contrats et les confirmations par email. J'ai prouvé exactement ce que j'avais payé et j'ai exigé ma part. Il a fallu 3 semaines et une lettre d'avocat, mais j'ai récupéré chaque euro. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la première fois que je refusais de laisser Étienne décider de ce que je méritais. 6 semaines après la rupture, la clinique de fertilité a appelé alors que je déjeunais à mon bureau. L'infirmière a dit qu'ils avaient essayé de contacter Étienne pour une consultation de suivi. En raison des règles de confidentialité, elle ne pouvait pas discuter de ses résultats avec moi. Puis elle a demandé « Est-ce que M. de Valois vous a dit que ces tests étaient terminés ?» Il a dit que tout était normal. Il y a eu une pause. Pas une pause dramatique, juste assez longue pour que j'arrête de mâcher. « Vous devriez demander une copie complète de votre propre dossier », a-t-elle dit. Après avoir raccroché, j'ai fixé l'écran de mon ordinateur et j'ai pensé à la façon dont Étienne avait répondu dans le parking. Trop vite. Pour la première fois, je me suis demandé si j'avais été la seule personne dans cette salle d'examen à porter une nouvelle difficile. J'ai demandé mes dossiers le lendemain matin. La clinique les a envoyés via un portail sécurisé, 73 pages de valeurs de laboratoire, de formulaires de consentement, de compte-rendu de la sécurité sociale et de phrases qui sonnaient beaucoup plus froides sur le papier que dans la salle d'examen. J'ai tout lu 2 fois. Nulle part il n'était écrit que j'étais stérile. Il était écrit que ma réserve ovarienne était diminuée, que la conception naturelle serait difficile, qu'il fallait discuter de la FIV en raison de mon âge et de l'obstruction partielle de ma trompe de Fallope gauche. Difficile. Réduite. Pas impossible. Les résultats d'Étienne n'étaient pas inclus. Bien sûr, ils lui appartenaient. Mais une phrase dans la note du médecin m'est restée.
Résultat du facteur masculin en attente d'une consultation séparée. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis restée assise, très calme. Pendant 6 semaines, j'avais cru que mon corps avait mis fin à nos fiançailles. Étienne m'avait laissé le croire. Pire, il avait aidé d'autres personnes à le croire aussi. Je voulais l'appeler immédiatement. Je voulais lui demander ce qu'il savait et quand il l'avait su. Je voulais l'entendre bafouiller la vérité. Je voulais que Geneviève s'excuse. Au lieu de ça, j'ai appelé un centre de fertilité à Lyon et j'ai pris rendez-vous pour un deuxième avis. La docteure Anita Girard ne m'a pas offert de miracle. Je l'ai respectée pour ça. Elle a examiné mes dossiers, m'a posé des questions sur mes cycles et a expliqué qu'un traitement à 41 ans s'accompagnait de taux de réussite plus faibles et de risques plus élevés. Elle a parlé de médicaments de ponction d'ovocytes de qualité des embryons de fausses couches et de coûts. Puis elle a joint ses mains sur son bureau. « Personne n'aurait dû vous dire que la maternité était impossible », a-t-elle dit. « Difficile, oui. Impossible, non. » J'ai pleuré dans le parking. Pas parce qu'elle m'avait promis un bébé, elle ne l'avait pas fait. J'ai pleuré parce que quelqu'un avait enfin dit la vérité sans l'utiliser comme une arme. Au début, je voulais commencer le traitement immédiatement. Je me disais que c'était parce que le temps comptait, et c'était vrai. Mais lors du rendez-vous de conseil obligatoire, la thérapeute m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Si votre ancien fiancé n'apprenait jamais si le traitement a fonctionné, voudriez-vous toujours continuer? J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ce silence m'a embarrassé plus que je ne peux l'expliquer. Une partie de moi voulait un enfant. J'en voulais un depuis des années. Mais une autre partie voulait une preuve. La preuve qu'Étienne avait eu tort. La preuve que le verdict de Geneviève n'avait pas été définitif. La preuve que j'étais toujours une femme avec un avenir. J'ai reporté le traitement de 3 mois. C'est à peu près à cette époque que Mathieu Dubois est revenu dans ma vie. Je l'avais rencontré 2 fois auparavant dans le cadre d'un programme de partenariat scolaire au travail. Il était directeur adjoint dans un lycée de Versailles, le genre d'homme qui portait des chaussures pratiques et gardait 2 stylos dans la poche de sa chemise parce qu'on lui en empruntait toujours un. Nous nous sommes croisés dans une pharmacie de la rue de Rivoli. Nous avons tous les deux tendu la main vers la dernière boîte de lingettes alcoolisées. « Prenez-les », a-t-il dit. « Vous y étiez la première. Je travaille dans un lycée, j'ai l'habitude de perdre les disputes pour les fournitures. » J'ai ri avant de pouvoir me retenir. Il les achetait pour sa sœur aînée qui suivait une chimiothérapie. Je les achetais parce que je n'avais pas complètement renoncé au traitement. Nous avons parlé pendant 5 minutes près du comptoir. Rien de dramatique ne s'est produit. Il ne m'a pas demandé mon numéro sous les néons pendant que quelqu'un attendait derrière nous avec un sirop pour la toux. Nous nous sommes revus 1 mois plus tard dans un groupe de parole. Mathieu était là parce que sa femme était décédée d'un cancer de l'ovaire 3 ans plus tôt. J'étais là parce que ma thérapeute m'avait suggéré d'apprendre comment fonctionnait le deuil avant d'essayer de le fuir. Après la réunion, il a avoué qu'il parlait encore à sa femme en conduisant. « Je lui dis quand il y a des bouchons », a-t-il dit, comme si elle pouvait faire quelque chose pour le périphérique. Je lui ai dit que je me disputais encore avec Étienne sous la douche. « Et tu gagnes parfois ?»« Toujours. Il est beaucoup moins convaincant quand je contrôle les 2 côtés du dialogue. » C'est comme ça que nous avons commencé. Café, petit déjeuner, promenade dans le parc de Saint-Cloud quand le temps s'est réchauffé. Une fois, il est venu avec moi pour emmener ma mère à un rendez-vous orthopédique parce que sa douleur à la hanche s'était aggravée. Il ne m'a jamais pressé, mais il ne m'a pas non plus flatté quand j'avais besoin d'honnêteté. Notre première vraie dispute a eu lieu après que je lui ai dit que je prévoyais de reprendre la FIV. Nous étions assis dans ma voiture devant une brasserie de Boulogne. Les vitres s'étaient embuées à cause de nos cafés. Mathieu a regardé à travers le pare-brise un instant. « Je peux te demander quelque chose sans que tu te fâches ?» Cette phrase signifie généralement que je suis sur le point de me fâcher. Est-ce que tu veux un enfant ou est-ce que tu veux qu'Étienne sache qu'il avait tort? J'ai senti la chaleur monter à mon visage. C'est insultant. Je n'essaie pas de t'insulter. Tu penses que je mettrai un enfant au monde comme une sorte de projet de vengeance? Je pense que tu as été très blessé. Les gens blessés confondent parfois la guérison avec la victoire. J'ai attrapé la poignée de la portière. Il a prononcé mon nom, mais je me suis retourné avant qu'il ne puisse continuer.
Ce n'est pas à toi de... décider pourquoi je veux être mère. Tu as raison. Ça ne sonnait pas comme un accord. Mathieu s'est frotté le visage avec les deux nains. J'ai enterré ma femme, Adèle. Je sais que la vie est courte, mais je ne peux pas construire une famille avec toi si une partie de toi essaie encore de prouver quelque chose à cet homme. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché 3 pâtés de maison pour rentrer chez moi dans le froid. Nous ne nous sommes pas parlé pendant près de 2 semaines. Pendant ce temps, je suis retourné en thérapie et je me suis posé des questions que je n'aimais pas. Est-ce que je continuerais si le traitement échouait? Pourrais-je accepter des ovocytes de donneuse si cela devenait la recommandation? Pourrais-je élever un enfant seul? Est-ce que j'essayais de combler un vide? Ou étais-je prête à m'occuper d'un véritable être humain qui n'existerait pas pour me guérir? Finalement, j'ai appelé Mathieu. Je veux un enfant, lui ai-je dit. Pas un témoin, pas une preuve, un enfant. Il est resté silencieux. Puis il a dit « J'avais peur que tu n'appelles jamais. J'avais peur que tu aies raison. Ce ne sont pas les mêmes choses. Non, c'est pire. Nous n'avons pas précipité les choses après ça. Nous sommes allés en thérapie de couple. Nous avons parlé d'argent, de santé, de tutelle de ma mère, de son deuil, et de savoir si l'un de nous avait assez d'énergie pour tout recommencer au milieu de sa vie. Nous nous sommes mariés à la mairie du 16e arrondissement 10 mois plus tard. Il y avait 11 personnes au déjeuner qui a suivi dans une brasserie. Ma mère s'est plainte que les brioches étaient sèches. J'en ai mangé 2. Mon premier cycle de FIV a échoué. Le second a produit 2 embryons aptes au transfert. La docteure Girard nous a soigneusement avertis des risques. Nous avons choisi de transférer les 2 après une longue discussion. Un embryon s'est divisé. Lorsque l'échographie a montré 3 battements de cœur, Mathieu a émis un son entre le rire et la toux. La docteure Girard n'a pas souri. Elle a immédiatement commencé à expliquer la naissance prématurée, les complications de tension artérielle, les retards de croissance et la possibilité d'un long séjour à l'hôpital. Elle avait raison d'être sérieuse. À 29 semaines, mes pieds étaient si enflés que je portais les chaussons de Mathieu dans la maison. Mes mains s'engourdissaient la nuit. J'avais des reflux, des maux de dos et des rendez-vous presque chaque semaine. À 32 semaines, j'ai développé une tension artérielle dangereuse et j'ai subi une césarienne d'urgence. Léa, Manon et Camille sont allées directement en néonatologie. Pendant des semaines, notre vie a été mesurée en chiffres d'oxygène en sonde, d'alimentation, en minuscules gains de poids et en trajet à l'hôpital avant le lever du soleil. Quand nous avons enfin ramené les 3 filles à la maison, je pensais que rien de mon ancienne vie ne pourrait m'atteindre ici. J'avais tort. 4 mois plus tard, le faire-part de mariage d'Étienne est arrivé. C'était pour le même château-hôtel de Saint-Germain-en-Laye où nous avions autrefois prévu notre cérémonie. Mathieu a lu la note manuscrite et m'a regardé. « Ce n'est pas une invitation », a-t-il dit. « C'est un homme qui demande une audience. » J'étais sur le point de le déchirer en 2 quand mon téléphone a vibré. Le message venait d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. « Je m'appelle Chloé Lambert. Je vais épouser Étienne. Je pense qu'il nous a menti à toutes les 2. Puis-je vous parler ?» J'ai failli supprimer le message de Chloé. Pendant 10 minutes, j'ai fixé mon téléphone pendant que Manon dormait sur mes genoux et Camille se disputait avec une tétine qu'elle refusait de garder dans sa bouche. Mathieu a levé les yeux de la table de la salle à manger où il remplissait des dossiers de remboursement pour la mutuelle. « Tu n'es pas obligé de répondre. Je sais. Tu n'as pas non plus à régler ce qui se passe dans leur relation. Je le sais aussi. » Il a hoché la tête une fois et est retourné à sa calculatrice. C'était une chose que j'appréciais chez Mathieu. Il ne confondait jamais le soutien avec le fait de prendre des décisions à ma place. J'ai répondu par une seule phrase. « Où aimeriez-vous que nous nous rencontrions ?» 3 jours plus tard, je me suis rendu dans un café Paul à Boulogne. Chloé était déjà là. Elle s'est levée quand je suis entré, puis s'est immédiatement rassise comme si elle avait oublié comment fonctionnaient les chaises. Elle ne ressemblait en rien à la femme que j'avais imaginée. Elle n'était ni glamour, ni froide. Elle avait l'air fatiguée. Il y avait devant elle un gobelet en carton qui avait clairement refroidi. Elle n'arrêtait pas de frotter le bord d'une grande enveloppe Kraft avec son pouce, mais ne l'ouvrait jamais.
Merci d'être venu, dit-elle doucement. J'ai failli ne pas venir. Je n'y serais probablement pas allé non plus. Pendant quelques secondes gênantes, aucune de nous ne savait par où commencer. Finalement, elle a pris une lente inspiration. Mon fiancé dit que vous êtes obsédé par lui. Ça doit être décevant, ai-je dit. Je n'ai pas pensé à lui autant qu'il le croit. Le coin de sa bouche a failli sourire. Failli. Puis elle a sorti de l'enveloppe une facture pliée et l'a glissée sur la table. Elle provenait de la même clinique de fertilité. Le nom d'Étienne était imprimé en haut. « J'ai trouvé ça en emménageant dans notre maison », a-t-elle dit. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Il a dit que c'était des tests de routine. Puis il a dit que la clinique avait mélangé les papiers. Puis il a dit que vous aviez volé des informations privées. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Son histoire change à chaque fois que je demande. J'ai hoché la tête lentement. Ça me semble familier. Chloé ne cherchait pas de potin. C'est devenu évident en quelques minutes. Elle n'a jamais demandé quel était le diagnostic d'Étienne. Elle n'a jamais demandé s'il pouvait avoir des enfants. Au lieu de cela, elle a posé une question beaucoup plus simple. « Est-ce qu'il a tout mis sur votre dos ?» La question est restée suspendue entre nous. Oui. Elle a fermé les yeux une seconde. Mon médecin a suggéré que nous refassions tous les deux des tests de fertilité avant de commencer le traitement. Et il a refusé. Quelle raison a-t-il donné? Il a dit que j'avais presque 40 ans et que nous devrions commencer par moi. Elle a ri une fois. Ce n'était pas de l'amusement. Ça ressemblait au bruit d'une assiette déjà fêlée qui tombe. J'ai eu 4 prises de sang en 6 mois, a-t-elle dit. Échographie, bilan hormonaux, chaque rendez-vous. J'y suis allé seul parce qu'il était toujours occupé. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi avait pitié d'elle. Une autre partie voulait se protéger. Je ne peux rien vous dire sur les dossiers médicaux d'Étienne. Je ne vous le demande pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai juste besoin de savoir s'il m'a menti à votre sujet. C'était différent. J'ai déverrouillé mon téléphone. La première chose que je lui ai montrée n'était pas un SMS. C'était mon propre résumé médical de la docteure Girard. Elle a lu en silence. Réserve ovarienne diminuée, FIV recommandé. Aucune mention d'impossibilité de grossesse. Chloé a levé les yeux. Donc vous n'étiez pas stérile? Non. Et il le savait. Il était assis à côté de moi. Puis j'ai ouvert l'ancienne conversation que je n'avais jamais pu supprimer. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu un message, puis un autre. « Maman pense qu'il vaut mieux que les gens croient que tu l'as caché. » Quelques lignes plus bas. « Aucune femme ne veut épouser un homme avec des problèmes de fertilité. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Chloé a continué à fixer l'écran. J'espérais que ce n'était pas vrai. C'est vrai. Elle m'a rendu le téléphone sans un mot de plus. Pendant près d'une minute, nous avons simplement écouté la machine à expresso derrière le comptoir. Finalement, elle a parlé. Je l'ai interrogé sur ces choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Que vous aviez modifié les messages. J'ai failli rire. C'est créatif. Il m'a aussi dit que vous essayeriez probablement d'empêcher le mariage. Je ne connaissais même pas votre nom de famille avant votre texto. Chloé a hoché la tête. Je le crois maintenant. Elle a expliqué ce qui s'était passé au cours du mois précédent. Chaque fois qu'elle interrogeait Étienne, son explication changeait. D'abord, il avait prétendu n'avoir jamais eu besoin de tests de fertilité. Puis il a admis qu'il y avait eu un rendez-vous. Ensuite, il a insisté sur le fait que les résultats avaient été complètement normaux. Quand Chloé a demandé pourquoi il ne referait pas les tests, il s'est mis en colère et l'a accusé de ne pas lui faire confiance. Geneviève n'a fait qu'empirer les choses. « Elle m'a appelé 3 fois, a dit Chloé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que vous étiez émotionnellement instable. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ça, c'est nouveau. Elle m'a dit que vous ne pouviez pas accepter qu'Étienne soit passé à autre chose. J'ai remué lentement mon café. Est-ce qu'elle vous a aussi dit que je l'avais piégé pour qu'il me demande en mariage? Chloé a cligné des yeux. Non. Elle a dit ça à une de mes collègues. Chloé a soupiré. Je ne sais plus quoi croire. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai dit la seule chose dont j'étais certaine. Vous n'avez pas besoin de me croire. Elle a froncé les sourcils.
Vous devez décider si vous faites confiance à l'homme que vous êtes sur le point d'épouser. Quand nous nous sommes levés pour partir, j'ai supposé que c'était la fin. Ce ne l'était pas. Adèle, je me suis retourné. Chloé a pris une profonde inspiration. Je n'ai pas annulé le mariage. J'ai attendu. Je veux lui demander une fois de plus, en privé. Oui, ça semble raisonnable. S'il me dit la vérité, personne d'autre n'aura jamais à le savoir. Je respectais cela. Elle n'essayait pas de l'humilier. Elle essayait de sauver son propre avenir. Mais elle a continué. S'il ment encore, viendriez-vous? Je l'ai dévisagé. Au mariage, à l'hôtel. Pourquoi? Parce que je pense qu'il dira que vous inventez tout. J'ai croisé les bras. Vous n'avez pas besoin de moi pour prouver qu'il ment. Non. Elle a secoué la tête. J'ai besoin de quelqu'un sur place qui puisse me dire que je ne suis pas en train de perdre la tête. Cette phrase m'est restée en tête pendant tout le trajet du retour. Mathieu déchargeait les courses quand je suis arrivé dans l'allée. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine. Elle a l'air effrayée. C'est le cas. Tu vas y aller? Je ne sais pas. Il a hoché la tête. Bien. J'ai ri. Tu es content que je ne sache pas? Je serais inquiet si tu décidais trop vite. La décision a été prise pour moi 2 jours plus tard. Geneviève a appelé. J'ai failli ne pas répondre. La curiosité a gagné. Adèle, dit-elle doucement, je suis si contente que vous répondiez. J'en doute. Je voulais m'assurer que vous aviez bien reçu l'invitation. Je l'ai reçue. J'espère sincèrement qu'il n'y a pas de rancune. Voilà, la voix qu'elle avait toujours utilisée lors des déjeuners de charité. Assez douce pour paraître aimable, assez tranchante pour faire saigner. Je vais réfléchir à ma venue. Oh, j'espère que vous viendrez. Elle a fait une pause. Une suggestion. Oui. Vous vous sentirez peut-être plus à l'aise en portant quelque chose de sombre. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Les couleurs sombres sont généralement un peu plus flatteuses. Elle a laissé la phrase en suspens. Quand les femmes vieillissent, ma main s'est crispée sur le téléphone. Elle n'avait pas fini. On a demandé aux photographes de capturer des réactions spontanées pendant la cérémonie. Ce sont toujours les photos préférées de tout le monde. C'était ça. Pas une invitation, une performance. Elle voulait des photographies de moi assise seule pendant qu'Étienne épousait quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans la cuisine sans bouger. Mathieu a levé les yeux. Elle a pris la décision pour toi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement. Oui. La semaine avant le mariage s'est transformée en un chaos complet. Manon a développé une otite, Camille a renversé un biberon entier dans le sac à langer, Mathieu s'est fait un tour de rein en soulevant la poussette double dans le monospace. J'ai essayé 3 robes qui ne m'allaient plus après la grossesse. L'une ne fermait pas, l'autre appuyait douloureusement sur ma cicatrice de césarienne. La 3e avait une tache de lait qui refusait de partir. Finalement, j'ai acheté une simple robe portefeuille bleu marine aux Galeries Lafayette. Rien d'extraordinaire, juste assez confortable pour porter des bébés. Le matin du mariage, j'étais assise sur le parking de l'hôtel, la main encore sur le contact. Je ne pense pas que je puisse le faire, ai-je murmuré. Mathieu m'a regardé. On peut rentrer à la maison, vraiment. On peut commander une pizza, ai-je souri faiblement. Et ne plus jamais parler de ces gens, a-t-il hoché la tête. Puis il a ajouté doucement. Mais ne laisse pas la peur prendre la décision à ta place. Je suis restée assise là 1 minute 2. Plus. Finalement, j'ai ouvert la portière de la voiture. Nous sommes entrés ensemble dans le hall de l'hôtel. Mathieu poussait la poussette, je portais Camille. Léa avait réussi à enlever l'une de ses petites chaussures avant même que nous n'atteignions l'entrée. De l'autre côté du hall en marbre, Étienne se tenait à mi-hauteur du grand escalier parlant avec 2 invités. Il a levé les yeux, son sourire a disparu. Geneviève s'est agrippée à la rampe. À cet instant précis, la porte de la suite nuptiale s'est ouverte. Chloé est sortie dans sa robe de mariée. Elle m'a vu. Puis elle a regardé mes filles. Pendant 1 seconde, elle a simplement fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, elle a dit doucement « Il m'a dit que vous ne viendriez pas. » J'ai croisé son regard.
Il s'est déjà trompé. La salle de bal n'est pas devenue silencieuse d'un seul coup. Cela s'est fait par morceaux. Une femme près du livre d'or s'est arrêtée au milieu d'une phrase. 2 hommes près du bar ont tourné la tête. Quelqu'un a baissé une coupe de champagne sans en prendre une gorgée. Puis les chuchotements se sont répandus dans la pièce, comme une brise dans les herbes hautes. Mathieu a poussé la poussette à côté de moi. Léa avait une chaussure en moins. Manon avait une tétine rose attachée de travers à sa robe. Camille mâchonnait le coin du programme du mariage à 2 mains. J'avais trop imaginé cette entrée pendant le trajet. Dans certaines versions, j'entrais parfaitement composé, ma robe m'allant comme si elle avait été faite pour moi. Dans d'autres, Étienne jetait un regard aux filles et comprenait immédiatement tout ce qu'il avait perdu. La réalité était moins soignée. Mes cheveux avaient commencé à frisoter à cause de l'humidité de juillet. Il y avait du lait en poudre séché près de l'ourlet de ma robe bleu marine et je sentais ma gaine de compression rouler en dessous. Je ressemblais à ce que j'étais, une mère de 43 ans de triplé prématuré qui avait dormi 4 heures et avait failli rester à la maison. Étienne a traversé le hall avant que Chloé ne puisse nous atteindre. Son visage était devenu pâle, mais sa voix était contrôlée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardé. « Tu m'as invité ?» Ses yeux sont passés de mon visage à Mathieu, puis à la poussette. « Tu as amené 3 bébés à mon mariage ?» L'invitation disait que les familles étaient les bienvenues. Il s'est approché et a baissé la voix. « Tu crois que ça va me rendre jaloux ?»« Non, Étienne. » J'ai ajusté Camille contre ma hanche. « J'ai amené ma famille parce que vous nous avez invités. » Sa mâchoire s'est crispée. Puis il a de nouveau regardé les filles. « Elles sont à toi. » La question était si abrupte que Mathieu a fait un demi-pas en avant. J'ai touché son bras. « Oui, ai-je dit. Elles sont à moi. Toutes les 3. » C'est généralement ce que signifie le mot « triplé ». Mathieu a toussé dans sa main pour cacher un rire. Étienne n'a pas trouvé ça drôle. « Comment ?» Je l'ai dévisagé. « Leur histoire médicale ne te regarde pas. » Geneviève nous avait rejoints. Ses yeux sont allés directement au bébé. « Est-ce qu'il y a eu un don d'ovocytes ?» a-t-elle demandé. Il n'y a eu ni salutation, ni félicitations, ni même une tentative de prétendre qu'elle était polie. Je l'ai regardée attentivement. Cette question est exactement la raison pour laquelle je n'aurais jamais dû vous laisser me définir. Pour une fois, Geneviève n'a pas eu de réponse immédiate. Chloé s'est avancée. Ses mains étaient jointes fermement à sa taille. « Étienne, dit-elle, nous devons parler avant la cérémonie. » On a déjà parlé. Non, tu as expliqué. J'ai posé des questions. Ce ne sont pas les mêmes choses. Son père, Robert Lambert, est apparu derrière elle. C'était un homme aux larges épaules d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et l'expression de quelqu'un qui en avait déjà trop entendu. L'officiant du mariage les a rejoints, tenant toujours son dossier. Chloé a conduit Étienne dans une petite salle de conférence à côté de la salle de bal. Robert et l'officiant ont suivi. Je suis resté dans le couloir avec Mathieu et les filles. « Ça pourrait encore se terminer tranquillement », a dit Mathieu. « Je l'espère. » Et je le pensais. Je n'étais pas venu pour voir le mariage d'une femme s'effondrer. J'étais venu parce qu'elle avait demandé la vérité avant de faire la même erreur que moi. À travers la porte fermée, je pouvais entendre des voix mais pas de mots. Puis la voix d'Étienne s'est élevée. La porte s'est ouverte brusquement. Il est sorti le premier dans le couloir. « C'est ridicule », a-t-il dit. « Tu as traîné mon ex-fiancé ici parce que tu as décidé de ne pas me faire confiance. » Chloé a suivi. « Je t'ai donné 4 chances de me dire la vérité. Je t'ai dit la vérité. Tu as dit que tu n'avais jamais été testé. J'ai dit que les tests n'étaient pas pertinents. Tu as dit que ça n'avait jamais eu lieu. J'ai dit qu'Adèle avait exagéré. Il m'a regardé. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ? » Plusieurs invités s'étaient rapprochés du couloir. Les conversations à l'intérieur de la salle de bal s'étaient tues. J'ai remonté Camille sur ma hanche. « Je voulais que tu dises la vérité il y a 2 ans. » Étienne a pointé le doigt vers moi. Elle a modifié ses messages. Le visage de Chloé a changé. Pas de manière spectaculaire. Il est simplement devenu immobile. « Ouvre ton téléphone, a-t-elle dit. « Quoi ? Montre-moi la conversation. »
J'ai changé de téléphone. Tes messages sont sauvegardés. Je les ai supprimés. Pourquoi? Parce que je ne garde pas les vieilles conversations avec des femmes avec qui je ne suis plus. Sa voix était assez forte maintenant pour que les gens près des portes de la salle de bal entendent chaque mot. Mathieu s'est penché vers moi. « Tu veux partir ?» Je regardais Étienne debout dans son smoking, essayant toujours de faire de moi le problème. Pas tant qu'il raconte mon histoire à ma place. Chloé s'est dirigée vers le pied de micro près de l'avant de la salle de bal. Elle n'est pas montée sur la scène ni n'a exigé l'attention de tout le monde. Elle a simplement pris le micro parce que la salle était devenue trop bondée et confuse pour des explications privées. « Je suis désolée », a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. « La cérémonie est retardée. » Quelques invités ont bougé sur leur siège. Chloé a continué. « Il y a une information qu'Étienne m'a cachée concernant la famille que nous projetions de fonder. Je lui ai demandé en privé plus d'une fois. » Étienne s'est placé à côté d'elle. « C'est un malentendu. » Chloé m'a regardé. J'ai sorti mon téléphone et je me suis avancé. Je n'ai pas fait de discours. J'ai ouvert l'ancienne conversation et je le lui ai tendu. Elle a lu la première ligne à haute voix. « Maman pense qu'il vaut mieux que les gens croient que tu l'as caché. » Un murmure a parcouru la salle. Puis elle a lu la seconde. « Aucune femme ne veut épouser un homme avec des problèmes de fertilité. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Le visage d'Étienne s'est assombri. Ces messages sont sortis de leur contexte. Robert a parlé de derrière lui. Quel contexte rend l'une ou l'autre de ces déclarations acceptables? Étienne n'a pas répondu. Geneviève s'est levée brusquement. La clinique a fait tout un plat d'un seul mauvais échantillon. La salle est devenue complètement silencieuse. Chloé s'est tournée vers elle. « Vous m'avez dit qu'il n'avait jamais été testé ?» La bouche de Geneviève s'est ouverte puis refermée. C'était non concluant. « Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de test. » Étienne était sous un stress énorme à l'époque. La voix de Chloé est restée calme. Alors pourquoi m'a-t-il demandé de subir des mois de tests tout en refusant de refaire les siens? La patience de Geneviève a finalement cédé. « Parce que vous avez presque 40 ans. Il était logique de commencer par vous. » Robert a fait un pas en avant. « Aviez-vous l'intention de laisser ma fille croire que le problème venait d'elle ?»« Il y avait des options, » a dit Geneviève. « Des donneurs, des procédures. Il n'y avait pas besoin d'accabler Chloé avant le mariage. » C'est à ce moment-là que tout a changé. Chloé a regardé Étienne, pas sa mère. « Tu allais me laisser suivre un traitement dont je n'avais peut-être pas besoin. » Étienne a secoué la tête. « On aurait trouvé une solution après le mariage. Ce n'était pas certain. » Ce n'était pas à toi de prendre cette décision pour moi. Je me suis approché. Mes genoux commençaient à me faire mal. Son diagnostic n'a jamais été la partie honteuse, ai-je dit. Le mien non plus. Étienne a détourné le regard. La honte, c'était de laisser tout le monde croire que mon corps était la raison de son départ, parce qu'il avait peur de ce que son propre test pourrait signifier. Je me suis tourné vers Geneviève. Vous m'avez traité d'inutile, parce que vous pensiez que je ne pouvais pas donner un enfant à votre fils. Mais vous étiez prête à laisser une autre femme porter le même blâme, juste pour le protéger. Puis j'ai regardé Étienne. Tu n'es pas parti parce que j'étais stérile. Tu es parti parce que dire la vérité t'effrayait plus que de me faire du mal. Chloé a levé les mains et a retiré son voile. Elle ne l'a pas jeté. Elle l'a plié une fois et l'a posé sur une chaise. « Je peux gérer un problème médical », a-t-elle dit. « Je ne peux pas épouser un homme qui fait porter sa peur aux femmes. » Puis elle a enlevé sa bague. Le mariage est terminé. Robert a demandé à Étienne et Geneviève de partir. Étienne a commencé à discuter des acomptes et des contrats. Geneviève s'est levée trop vite, son genou s'est bloqué, et elle a trébuché contre la chaise. Sans réfléchir, je l'ai rattrapée par le coude. Elle m'a regardé, humilié. « Je ne vous laisserai pas tomber », ai-je dit doucement. « Ça ne veut pas dire que je vous laisserai me faire du mal à nouveau. » Derrière nous, Camille a attrapé un petit pain dans l'assiette de Mathieu et l'a jeté. Il a atterri directement dans une coupe de champagne près d'Étienne. Mathieu s'est penché près de moi. « Celle-là a ton sens du timing. »
J'ai regardé le petit pain absorber lentement le champagne. Malheureusement, elle a ta précision. Quelques invités ont ri. La tension s'est juste assez relâchée pour que les gens puissent à nouveau respirer. La famille Lambert a décidé de servir le dîner, puisqu'il était déjà payé, bien que personne ne sache où s'asseoir. Avant de partir, Chloé s'est approchée de moi avec une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une timbale en argent gravée des mots « Pour notre futur premier-né ». Il l'a commandée avant d'accepter de refaire un test, a-t-elle dit. J'ai fermé la boîte et l'ai remise dans ses mains. Cela appartient à ce que vous déciderez pour la suite, lui ai-je dit. Pas à moi. Les gens imaginent qu'après un moment comme celui-là, votre vie change du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Le trajet du retour a été presque complètement silencieux. Mathieu gardait une main sur le volant et l'autre posée légèrement sur la console centrale. Les filles s'étaient endormies avant que nous n'atteignions le périphérique. La poussette cliquetait doucement à l'arrière à chaque joint de la chaussée. Je regardais par la fenêtre passager. Les sorties familières. Boulogne, Versailles, la maison. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Au lieu de cela, je me sentais fatiguée, d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Quand nous nous sommes garés, Mathieu a porté Manon à l'intérieur en premier. J'ai pris Léa. Camille est restée endormie dans son siège auto jusqu'à ce qu'il revienne la chercher. Nous avons bougé dans la maison presque sans parler. Biberon chaud, couche propre, petit pyjama, le travail ordinaire d'aimer 3 bébés. Une fois tout le monde installé, je suis allé dans la buanderie. Il y avait un panier de serviettes propres à plier. Je me suis assise sur un seau retourné à côté de la machine à laver. Puis j'ai pleuré, pas parce que j'aimais encore Étienne. Ce chapitre était terminé depuis longtemps. J'ai pleuré parce que pendant près de 2 ans, une petite partie de moi avait cru tout ce que lui et Geneviève avaient dit, que j'avais échoué, que mon corps m'avait rendue moins précieuse, que chaque femme plus jeune que moi avait automatiquement quelque chose que je n'avais pas. Ces mensonges avaient vécu en moi bien plus longtemps qu'ils ne le méritaient. Quelques minutes plus tard, la porte de la buanderie s'est ouverte. Mathieu n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il m'a simplement tendu une tasse de tisane à la menthe. « Je m'occupe des filles », a-t-il dit. « Tu n'es pas obligé. » Je sais. Il a souri doucement. Mais je veux le faire. Après son départ, je suis restée assise là encore 10 minutes, jusqu'à ce que je puisse à nouveau respirer normalement. Les semaines qui ont suivi le mariage annulé ont été étonnamment ordinaires. Chloé a officiellement mis fin aux fiançailles, son père a aidé à récupérer une partie des coûts du mariage grâce à des accords d'annulation et des crédits de fournisseurs. Elle a emménagé dans un petit appartement plus proche de son cabinet de kinésithérapie et m'a envoyé un court texto. « Merci d'avoir répondu à une inconnue. » J'ai répondu « Prenez bien soin de vous. » Ce fut notre dernière conversation. Nous ne sommes jamais devenus des amis proches. La vie ne fonctionne pas toujours comme ça. Parfois, 2 personnes s'aident simplement à survivre à la même tempête avant de prendre des directions différentes. Quelques connaissances communes ont appelé pour s'excuser. L'une a admis qu'elle avait cru la version de Geneviève depuis le début. « J'aurais dû te demander », a-t-elle dit. « Tu aurais pu », ai-je répondu. D'autres ne se sont jamais excusées. Certaines ont tranquillement décidé que j'avais embarrassé Étienne exprès. J'ai arrêté de me soucier de leur faire changer d'avis. Tous les malentendus ne méritent pas une autre explication. Étienne a envoyé un seul message. Il est arrivé juste après 22 heures un soir, alors que je berçais Camille pour la rendormir. « Tu as détruit mon avenir juste pour prouver que tu pouvais avoir des enfants. » J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Au début, j'ai tapé 3 paragraphes. Je les ai effacés. Puis j'ai écrit une seule phrase. « Je n'ai pas détruit ton avenir. J'ai arrêté de t'aider à te cacher du tien. S'il te plaît, ne me contacte plus. » J'ai bloqué son numéro avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois en 2 ans, je ne me suis pas demandé si j'avais été trop dur. Les limites semblent toujours impolies aux personnes qui profitent de leur absence. La vie s'est installée dans quelque chose de merveilleusement banal. L'épaule de Mathieu a guéri lentement après la kinésithérapie. Mes poignets me faisaient encore mal à force de soulever les bébés toute la journée. Les filles ont atteint leurs étapes de développement une par une.
Léa étudiait chaque nouveau visage avant de décider s'il méritait un sourire. Manon riait des ventilateurs de plafond des lumières du supermarché et, une fois, d'une pomme de terre posée sur le comptoir de la cuisine, pour des raisons qu'elle seule comprenait. Camille restait convaincue que la gravité était facultative. Si quelque chose tenait dans ses mains, elle le jetait. Cuillère, cube, chaussettes. Mathieu plaisantait en disant qu'elle s'entraînait pour le lancer de poids aux Jeux Olympiques. Les rendez-vous de suivi à l'hôpital ne s'arrêtaient jamais vraiment. L'une des filles avait besoin de kinésithérapie supplémentaire parce qu'elle était née prématurément. Le sommeil venait par petits morceaux au lieu de nuits complètes. Parfois, Mathieu et moi nous disputions pour des choses ridicules. Qui avait oublié d'acheter du lait en poudre? À qui le tour de laver les biberons? Si nous avions déjà payé la facture d'électricité? Un soir, nous avons passé 20 minutes à chercher mes lunettes dans la maison avant de découvrir qu'elles étaient sur ma propre tête. Le milieu de la vie n'a pas disparu, parce que la vie est devenue plus heureuse. Le stress ordinaire non plus. Ma mère s'est finalement fait poser une prothèse de hanche cet automne-là. Pendant 6 semaines, elle est restée avec nous pendant sa convalescence. Elle insistait sur le fait que son déambulateur était la Rolls-Royce du matériel orthopédique. Puis elle y a attaché des rubans colorés pour que les filles arrêtent d'essayer de mâcher les balles de tennis, couvraient les pieds arrière. Un après-midi, j'ai trouvé Martine faisant lentement la course avec son déambulateur à travers le salon, pendant que Manon gloussait de rire sur son tapis de jeu. « Je crois que je suis en train de gagner », a annoncé ma mère. « Contre qui ?» ai-je demandé. « L'arthrite. » Cette réponse lui ressemblait tout à fait. Pour le premier anniversaire des filles, notre jardin s'est rempli de chaises pliantes, de lampions en papier et de plus de familles que je ne pensais en avoir encore. Mathieu a fait griller des merguez et des chipolatas. Martine supervisait depuis une chaise de jardin que quelqu'un le lui demande ou non. Les filles ont détruit leur petit gâteau d'anniversaire avec une efficacité étonnante. Plus tard dans la soirée, en nettoyant la cuisine, j'ai ouvert le tiroir à fourre-tout à la recherche de ciseaux. Le faire-part de mariage d'Étienne était toujours là. Je l'avais oublié. L'enveloppe de couleur crème semblait étrangement petite maintenant. J'ai déplié la carte. En bas se trouvait son message manuscrit. « J'espère que tu as enfin appris à te réjouir pour les autres. » J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, parce que j'ai réalisé qu'il m'avait accidentellement donné la réponse. Le bonheur n'était jamais venu en regardant sa vie s'effondrer. Il venait en étant dans ma propre cuisine, à écouter 3 petites filles rire pendant que Mathieu se disputait avec ma mère pour savoir si les saucisses grillées comptaient comme des restes. J'ai porté le faire-part jusqu'à la poubelle de recyclage. Mathieu a levé les yeux du lave-vaisselle qu'il chargeait. « Tu le gardes ?» Je l'ai laissé tomber dans le bac. « Non. »« Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête. « Je n'ai plus besoin de rappel. » Il a souri. « J'espérais que tu dirais ça. » Avant d'aller me coucher, je suis resté un moment devant la chambre des filles. 3 lits, 3 petites respirations régulières, 3 avenirs qui leur appartenaient, pas mon passé. En y repensant maintenant, je ne crois pas que la vengeance m'ait apporté la paix. La vérité, si. Le diagnostic médical d'Étienne n'a jamais fait de lui un homme mauvais. Le mien n'a jamais fait de moi une femme de moindre valeur. Ce qui nous a brisés, ce n'était pas l'infertilité. C'était la peur, l'orgueil et la décision de protéger l'image d'une personne en sacrifiant la dignité de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a déjà utilisé votre saison la plus difficile pour définir votre valeur, j'espère que vous avez finalement trouvé le courage de raconter votre propre histoire. Parfois, la guérison ne commence pas lorsque le monde vous croit. Elle commence lorsque vous cessez de croire aux mensonges qui ont été racontés à votre sujet.